Bienvenue sur ce podcast interview qui traite de deux grandes thématiques, le business à l'international et aussi la parentalité en tant que chef d'entreprise. Je suis Peggy Santerre et je relève chaque jour le défi de diriger une famille, mais également une entreprise qui accompagne les PME, grands groupes et institutions à mieux communiquer à l'international à travers des traductions professionnelles. Sur un format de 20-30 minutes, vous découvrirez les aventures, les anecdotes et conseils de dirigeants et gérants d'entreprises tournés à l'export. Bonjour Sophie Nivagne de la société Siakam. Alors est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et puis te présenter? Eh bien, avec plaisir. Merci Peggy de me laisser partager mon expérience à l'international. Alors aujourd'hui, je travaille pour la société Siakam, qui est le spécialiste français du légume sec. Donc, toutes les protéines végétales qui sont aujourd'hui en honneur de sainteté. On travaille sur le marché français, européen et au grand export. On est à la fois importateur et exportateur. La société, c'est 60 et quelques mille tonnes pour 60 et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. On est une PME familiale avec la troisième génération qui est aux commandes. Moi, ça fait bien 30 ans maintenant que je travaille à l'import-export. Donc, j'ai travaillé sur toutes les zones, j'ai cette chance. J'ai fait de l'Asie, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de la Russie, etc. J'ai commencé une carrière en ADV pour aujourd'hui m'occuper plus particulièrement de développement commercial international. Oui, alors juste pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, Siakam, donc légumes secs, donc vous vendez des lentilles, des haricots rouges. Alors effectivement, nous avons 4 familles d'achat et de vente. Les haricots blancs, rouges, noirs, de toutes les couleurs. Nous avons également les pois secs, jaunes et verts. On travaille beaucoup sur le pois chiche, qui est une culture française importante. Et puis, toute la famille des lentilles, qui est le premier légume sec consommé en France. Et où est-ce que vous achetez vos légumes? Parce que là, tu disais pois chiches en France. Alors, ils sont faits où ces pois chiches en France? Je suis curieuse. Alors, tout ce qui est sud-est, sud-ouest, le centre de la France, et puis petit à petit, avec l'amélioration des semences, on arrive à cultiver, même au nord de Paris aujourd'hui, des pois chiches. D'accord. Et les autres légumes, c'est français aussi ou pas forcément? Alors, c'est pas forcément français, mais même les pois chiches, hein, puisque la France n'est malheureusement pas autonome en termes de production de légumes secs pour sa consommation domestique. Et puis, comme en plus on exporte, donc il faut aussi qu'on en achète potentiellement à l'import. Alors, on a des filières donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, essentiellement d'ailleurs. Ce sont des fournisseurs avec lesquels on travaille depuis très très longtemps, puisque la troisième génération étant en commande, ça fait 70 ans de connaissances, de maîtrise, d'expertise de légumes secs. Et donc, vous êtes situé pas loin de Marseille, hein? Oui, le siège, avec un site de production, on est à Vitrolles. Et puis, on a une seconde entité qui est donc sur Merville, à côté de Dunkerque, qui nous permet en fait de générer des flux nord de la France pour l'usine de Merville, et puis tout ce qui est sud de la France pour l'usine de Fos, et de bénéficier de la dynamique internationale avec les ports de Anvers et Dunkerque, et puis le port de Fos-sur-Mer, bien évidemment. D'accord. Et ton plus gros challenge à l'export, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le plus gros challenge à l'export sur Siakam, c'était le Japon, on peut le dire, puisque on a choisi cette zone qui est structurellement importatrice de légumes secs, dans l'esprit de dire qui peut le plus, peut le moins. Une fois qu'on arrive à rentrer au Japon avec des clients réguliers, ça veut dire qu'on a mis en place en interne chez nous ce qu'il fallait pour le suivi qualité, pour le suivi logistique. Donc le plus gros challenge, c'était le premier voyage que j'ai effectué au Japon en 2019 pour la Siakam, avec 4 semaines pour se préparer, 14 rendez-vous obtenus, et puis 6 avec l'aide de Business France.
Et puis toute la préparation du déplacement, de ce premier déplacement pour l'export Siakam, avec l'équipe de l'APEX et tous les membres de l'APEX qui ont été d'un grand support et qui m'ont apporté leur expertise. Alors je précise pour ceux qui ne connaissent pas, l'APEX, c'est donc le club export à Marseille. Alors en effet, moi j'ai suivi ton parcours sur le Japon, Sophie, et j'étais hyper étonnée de voir en si peu de temps la construction du projet et puis ce départ au Japon avec les résultats qui ont découlé derrière. On dit toujours que le Japon, c'est une destination extrêmement compliquée pour démarrer le grand export. Par contre, c'est une belle carte de visite pour continuer en Asie. Euh, certains, certains exportateurs me remontent que le Japon, c'est un pays qui prend énormément de temps à réfléchir. En tout cas, les décideurs prennent du temps pour réfléchir à travailler avec son futur fournisseur. Ben, moi-même, je l'ai vécu comme j'ai vécu un petit peu au Japon, et c'est sûr que il y a ce temps de réflexion qui est souvent plus long qu'en Europe. Par contre, eh bien, toi, tu as fait une belle exception, et c'est bien de le partager. J'ai eu la sensation que ça a été beaucoup plus rapide que certains. Pourquoi? Est-ce que tu as un secret? Ou est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça a été plus rapide de ton côté avec les Japonais? Alors, je pense que la préparation y est pour beaucoup. On avait préparé les cartes de visite en japonais, la présentation ensemble de Siakam en japonais. Donc, je suis arrivée avec des outils qui les a effectivement surpris parce qu'ils m'ont dit que les autres exportateurs qui venaient n'étaient pas forcément équipés. J'ai également bénéficié de conseils pour la préparation de l'échantillonnage et je suis arrivée aussi avec des offres concrètes. J'avais des prix, j'avais déjà tout calculé. Donc au final, quand les acheteurs, puisqu'en général ils sont 2 ou 3 hein, à recevoir le prospect, euh, en fait ils étaient surpris parce qu'ils avaient les réponses à toutes leurs questions. Et je pense que ça m'a permis d'avoir un discours très fluide, très rassurant, et c'est ce qu'ils cherchent souvent. Je me suis fait aussi appuyer par une organisation syndicale japonaise où j'ai pris le temps d'aller les voir, alors que c'était pas pour le business, mais c'était pour la compréhension du marché. Et je crois que ça a été d'une aide très très importante aussi. Donc, je pense que la préparation pour moi c'était la clé de ce succès. Après, on va aussi quand même être très honnête. On est dans un marché des matières premières. Les acheteurs sont capables d'être peut-être plus réactifs, plus à l'écoute des offres immédiatement puisqu'on est sur un produit non transformé. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que dans l'exemple de la mode ou de la cosmétique, il y a pléthore de propositions et il y a moins d'urgence aussi pour avoir ces produits-là, alors que quand on est dans l'agroalimentaire et qu'il faut trouver des volumes, peut-être que tu as été accueilli d'une autre manière et que l'urgence a peut-être joué en ta faveur. Mais tu as peut-être eu quand même des difficultés, notamment pour trouver les bons contacts. Parce que comment tu as fait pour savoir qui était ton bon interlocuteur dans telle ou telle entreprise? Tu as eu de l'aide de Business France, tu disais, mais comment ils s'y ont pris? Enfin, comment vous avez pu trouver qui étaient les bons contacts au Japon? Alors, j'ai fouillé beaucoup sur Internet, ça c'est sûr. Après, Business France a été d'un appui important, hein, puisqu'ils m'ont obtenu 6 rendez-vous, mais j'en avais obtenu 8 de mon côté, toute seule. Alors, j'ai fouillé sur Internet, j'ai contacté les associations. Dans notre milieu du légume sec, on a une organisation mondiale, donc j'ai été chercher les noms à l'intérieur. J'ai fait appel à tout mon réseau de mes 30 dernières années pour m'aider en me donnant des noms de sociétés. Et puis, je les ai contactés, alors par écrit, hein, puisqu'ils ne prennent que très peu le téléphone. Ça s'est fait par écrit, avec une présentation Siakam, etc. Donc, c'était pas simple, mais j'avais 4 jours de prospection.
Donc 2 jours et demi à Tokyo, une demi-journée de déplacement entre Tokyo et Kobe et une journée à Kobe. Donc après, j'ai suivi tous les conseils que m'ont donné les membres de l'APEX qui m'ont dit c'est des rendez-vous d'une heure, il faut avoir préparé bien le rendez-vous. Voilà, j'ai vraiment suivi un planning d'une heure. J'avais tout préparé pour tenir en une heure. C'est-à-dire que j'avais ma présentation de 20 minutes, 10 minutes sur les échantillons. Et voilà, je reste persuadée que cette préparation a été la clé. Après, j'arrivais avec une offre française qui était aussi bien vue, rafraîchissante pour eux, qui ont l'habitude de travailler avec les Américains, les Canadiens. Et du coup, ça les a certainement aussi rendus curieux. Je comprends tout à fait qu'ils aient pu être attirés par cette nouvelle offre. Alors, ils ne te connaissaient pas avant, ils ne connaissaient pas ton entreprise. Est-ce que tu as dû donner des références d'autres clients ou comment tu as pu faire pour les rassurer s'ils ne te connaissaient pas? Oui, c'est vrai que j'ai cité un certain nombre de clients avec lesquels on travaille, à l'international déjà, et les grands noms, notamment de l'agroalimentaire et de la conserverie qui sont, nos clients depuis plus de déjà depuis plus de 40 ans. C'est vrai que ça les a rassurés. Après, j'ai fait un suivi, au cordeau, hein, à l'image des entretiens qu'on avait préparés. Et puis, j'allais oublier quand même un élément important, c'est que j'ai toujours été accompagnée par un traducteur. Parce que les Japonais, en fait, sont assez peu à l'aise avec l'anglais, finalement, pour nombre d'entre eux. Et c'était vraiment aussi la clé. Moi, je parlais en anglais, donc il y avait la traductrice ou le traducteur qui était à mes côtés et qui ont fait un job extraordinaire. Alors, un interprète, c'est ça, hein, qui traduisait à l'oral tes propos en japonais. Le traducteur à Kobe a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de rentrer sur le marché à Kobe très certainement. Et oui, c'est sûr que la barrière de la langue, c'est pas forcément évident, surtout dans des pays où l'anglais n'est pas toujours très utilisé. Enfin, c'est utilisé, mais on n'est pas toujours très à l'aise avec l'anglais. Mais si on enlève la barrière avec, en effet, cet interprète qui peut directement parler en japonais et ensuite vous revenir en anglais ou en français pour relater les propos de vos interlocuteurs japonais, c'est un confort qui permet d'éviter pas mal oui, De malentendus, si je peux me permettre. de malentendus ou de non-sens, et puis éviter de perdre du temps aussi. Parce que parfois on peut croire que la personne a dit ceci ou cela, parce qu'en plus il y a l'accent, même si la personne parle anglais, il y a l'accent du français, l'accent du japonais, et c'est pas toujours facile. Si tu avais des conseils à donner à des futurs exportateurs vers le Japon, donc, si je comprends bien, c'est bien préparer en amont en termes de contact, bien préparer les supports, se faire accompagner. Est-ce que tu as des conseils au niveau des budgets? Parce que j'imagine que quand même ça a dû coûter assez cher ce déplacement. Quels sont en général tout ce que tu as pu retenir de cette expérience et que tu pourrais partager à quelqu'un qui partirait là au Japon pour prospecter? Alors dans l'organisation, effectivement, c'est assez coûteux. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide de la chambre de commerce avec la ville de Marseille, donc ça a été vraiment super, voilà. Donc, hormis le billet d'avion, tout le monde m'avait dit il faut prendre le métro à Tokyo. En fait, moi, j'avais des rendez-vous qui étaient trop tendus. J'avais une heure entre chaque rendez-vous, donc je me suis pas du tout aventurée à prendre le métro. J'ai pris des taxis à chaque fois, comme ça, j'ai réussi à faire l'intégralité de mon programme, sachant qu'il est hors de question d'être en retard. Donc voilà, c'était vraiment ça, c'est important. C'est l'image que vous donnez de l'entreprise, hein. Il faut que vous soyez à l'heure, il faut même arriver 5 minutes en avance, c'est mieux.
Donc ça, c'est vraiment la logistique. J'ai envie de dire, le taxi a coûté peut-être un peu cher, mais au final, c'était un super investissement parce que j'ai rempli 100% de mon programme. Donc ça, et c'était pas forcément gagné parce que j'avais été un peu gourmande sur le nombre de rendez-vous. J'ai envie de dire le soin, la communication avec la traduction en japonais, d'arriver avec des cartes de visite en japonais. Je suis sûre que ça leur a fait plaisir. J'avais appris 2-3 mots, voilà, histoire de me mettre dans le bain. Et puis, on est avec des gens qui n'aiment pas tellement communiquer, ils ont besoin d'être plusieurs, ils se mettent pas en avant, donc faut respecter leur mode de communication physique, qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être pas facile d'un point de vue français, mais une fois on l'a appris, ça sert vraiment pour tous les entretiens. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Sur la présentation des échantillons, il faut être extrêmement rigoureux. Faut que ce soit superbe. Les Japonais accordent beaucoup d'importance à l'emballage, en fait. Le contenant, c'est plus important quasiment que le contenu. Enfin, les deux sont aussi importants, mais si votre contenu est super et que le contenant n'est pas à la hauteur, vous aurez en effet du mal parce que ça retient vraiment l'attention. Alors comment on impressionne ou comment on rassure avec un contenant avec des lentilles? Alors écoutez, moi j'ai pris des petits bocaux très très jolis que j'ai étiquetés avec le logo Siakam, le nom du produit. Donc on a mis le produit à l'intérieur. Donc en fait j'avais à la fois de quoi manipuler le produit si je voulais, et j'avais toute ma panoplie de tous les produits, enfin allez, d'une douzaine de produits qu'on propose, qui animaient en fait la discussion. Au fur et à mesure qu'on parlait du savoir-faire Siakam et de notre culture industrielle, voilà, je sortais au fur et à mesure mes échantillons, je leur racontais une histoire de ce qu'on fabrique en France, pourquoi on cultive ça en France, etc. Donc l'échantillon était un support pour moi, un support physique au moment de développer les avantages de Siakam et pourquoi ils ont intérêt à travailler avec nous, avec moi. Et oui, et puis ça fait un visuel vraiment concret. Ils peuvent regarder, ils peuvent toucher. C'est vrai que c'est agréable aussi pour lier vos deux entreprises, bah, de pouvoir Bien sûr, voir le produit, j'imagine. le fait de bien montrer l'échantillon, en fait, ça les a interpellés, et du coup, ils allaient même eux-mêmes chercher des échantillons de concurrents. Enfin voilà, ça créait une dynamique physique qui était vraiment sympathique en fait, et qui les a aussi souvent déliés. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais sorti tous mes échantillons, j'avais raconté voilà l'histoire de l'entreprise familiale et quel était notre savoir-faire, en fait, ils se détendaient suffisamment pour évoquer tout ce qu'ils achètent par ailleurs, parce que c'est très difficile de les faire parler de leur business en tant que tel. J'ai eu des difficultés à avoir la liste des produits, combien ils consomment, la saisonnalité, enfin tout ce dont j'ai besoin de savoir pour leur faire les offres les plus pertinentes. Voilà, le côté physique échantillon, la préparation, la présentation de l'entreprise en japonais, ça les a apaisés en fait, au fur et à mesure des entretiens d'une heure. Mais oui, je comprends. Et quand tu repars du Japon, tu sais déjà que tu as conquis certains prospects, tu Oui. dois attendre combien de temps et concrètement, tu commences à avoir des commandes au bout de combien de semaines, de mois Alors moi j'ai eu de la chance parce que je suis rentrée avec des commandes. Donc déjà, c'était déjà bien. Donc après, on a mis en place toute la procédure de qualification en tant que fournisseur potentiel. Et puis, donc aujourd'hui, je travaille avec 3 entités régulièrement. Euh, je n'ai pas pu retourner au Japon, malheureusement, à cause du Covid, puisque j'avais prévu de retourner en mars 2020. Et depuis, les Japonais, jusqu'à cet été, en réalité, n'étaient pas du tout à l'écoute pour un voyage. Donc là, maintenant, en 2023, je vais y retourner. Je vais retourner voir les prospects. Ils m'ont déjà confirmé qu'ils étaient d'accord de me voir. Donc c'est qu'ils avaient gardé une bonne impression. Et puis les clients actifs aujourd'hui, je leur fais des offres assez régulièrement, mais je les inonde pas non plus d'informations. C'est-à-dire que j'essaye de sélectionner vraiment les informations qui m'ont semblé pertinentes et sur lesquelles je m'appuie pour faire mon suivi en fait depuis maintenant 3 ans.
Les clients que tu as décrochés au Japon sont devenus fidèles et commandent régulièrement. Et c'est super de se dire que quand on a gagné le client, il va revenir en fait. La difficulté, c'est que bah, justement, c'est pas facile de déloger les concurrents. Et oui, c'est le point fort, c'est qu'une fois que vous gagnez la confiance d'un Japonais, c'est sûr qu'il va rester longtemps avec vous. Votre service ou vos produits sont de qualité et à la hauteur de ses attentes. Par contre, si vous voulez en effet venir challenger votre concurrent et essayer de pénétrer chez un client qui a déjà un fournisseur, c'est beaucoup plus compliqué, sauf si évidemment le fournisseur ne délivre pas la qualité attendue. Mais en effet, on retient la fidélité des Japonais et c'est ce qui est apprécié. Alors parfois, il faut énormément de temps pour signer une affaire. Ça n'a pas forcément été ton cas et tant mieux. Mais ensuite, ils sont plutôt très fidèles et deviennent même proches. Hein. Je ne sais pas si certains te parlent même comme si tu étais devenue une copine ou non, ça reste très professionnel. Alors, pas encore parce qu'on s'est rencontrés physiquement que 2 fois, pour, les trois clients fidèles. Donc je pense qu'il faut un petit peu plus de temps quand même pour, voilà, pour aller, pour que les langues se délient un petit peu. Mais, en termes commercial, c'est vrai que c'est des gens qui sont extrêmement bons payeurs, il faut le dire. C'est des gens très sérieux. C'est très agréable en fait de travailler avec ces gens-là. Franchement, moi j'apprécie beaucoup. Je suis revenue à mes premières amours puisque j'avais commencé par le Japon dans ma première expérience professionnelle. Donc j'avoue que j'y prends toujours autant de plaisir. Et pour finir, alors est-ce que tu pourrais nous donner une anecdote ou deux à l'international? Alors pas forcément avec le Japon, hein, ça peut être un autre pays, mais une anecdote sur tes expériences à l'international que tu aimerais partager dans ce podcast. Alors, moi, je dis souvent pour travailler international, il faut bien s'adapter, il faut écouter la culture de la personne qui est en face et qui est changeante, puisqu'on peut travailler avec différents pays. Et donc, dans la partie adaptation, une anecdote qui maintenant pourra vous faire sourire, mais moi, j'ai commencé la campagne de Russie en 1993. Hein, pour certains qui vont nous écouter, ils n'étaient pas encore nés ou ils étaient en culotte courte, mais en 1993, le premier client que je suis allée voir en Russie, à l'époque, il y avait, c'était l'ouverture hein, du business et bah, les gens étaient armés en fait. Hein, donc c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, l'adaptation, elle se fait aussi dans des conditions quelquefois pas simples. Et quand je les ai rencontrés pour la première fois et que j'avais 2 gardes du corps qui me surveillaient et ils étaient armés, avant de rencontrer le client en question, je vous avoue que voilà, à 24 ans, c'était quand même assez impressionnant. Et je pense que toute ma vie, je m'en souviendrai quand même. C'était dans quel domaine? C'était dans l'agroalimentaire, je travaillais dans le milieu de la viande, de la protéine animale à l'époque. Ah oui, en plus, donc oui, très impressionnant. Et alors pendant tout ton rendez-vous, tu avais ces gardes du corps ou Ah non, ils étaient à la porte en fait, ils attendaient à la porte et ils m'ont raccompagnée à la porte du bureau, etc. Ah non. Et puis ça a duré tout le temps de mon business sur la Russie, pendant 8 ans. C'était comme ça. Après, tu as dû t'habituer peut-être, mais c'est sûr que ça devait être impressionnant et pas forcément très rassurant, même si c'est fait pour rassurer un garde du corps, mais pour le coup, ça a dû te déstabiliser. Un petit peu, après, la fraîcheur de la jeunesse fait qu'on oublie et puis en fait, voilà, après c'était devenu tellement habituel qu'on faisait effectivement plus attention, vous avez raison. Bon, c'était il y a longtemps, hein. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience riche. Alors là, on a fait un focus Japon, même si tu connais plein d'autres pays, mais cette expérience était super intéressante. Et puis, ça permet aussi à d'autres peut-être d'y croire, parce que moi, en tant que prestataire de services aussi à l'international, notamment donc de la traduction, euh, certains de mes clients me font remonter un peu leur crainte hein, d'exporter vers le Japon en disant c'est long, c'est cher, on n'est pas sûr que ça se conclue, etc.
Alors que je vois plein de belles expériences, alors la tienne, c'est une belle surprise hein, de voir qu'on peut conclure des marchés si rapidement et en étant très efficace, très organisé. Donc bravo à toi. Et puis ben, on se reparlera peut-être sur un prochain podcast sur un autre sujet. En tout cas, bonne route et puis bon voyage au Japon en 2023 alors. Super, merci Peggy, effectivement. Allez, à bientôt. Merci et bon courage à tous. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives pour votre entreprise. Je remercie mon invité pour son témoignage et ses précieux conseils. Suivez nos prochains épisodes pour découvrir d'autres témoignages inspirants de dirigeants et gérants d'entreprises tournés vers l'international. À très vite!